Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends. C'est dans cette émission que l'on va à la rencontre des personnes qui font vivre la culture comics, mais la culture bande dessinée de façon générale. Nous, on aime les histoires racontées avec des séquences de vignettes qui forment une séquentialité dans des pages qui font un album de bande dessinée. On n'est pas sectaire, Incroyable. C'est pas parce que on fait pas de la bande dessinée anglophone qu'on n'a pas le droit de passer dans First Print. Vous le savez très bien. On a déjà reçu pas mal d'auteurs de bande dessinée faites en France par des Français. Et dans cet épisode, on aura le plaisir d'accueillir Sylvain Ferret qui est avec nous. Salut Sylvain. Salut, plaisir partagé. Tu as eu du mal à retenir ton sérieux. Ouais, Pourtant, non, c'était très long, je savais pas où t'allais, j'ai cru que t'allais te perdre. Non, Il y a beaucoup de séquentiel et tout, séquentialité. Tout à fait, j'essayais d'expliquer avec des mots savants. La bande dessinée. La bande dessinée, tout simplement. J'aurais pu dire les petits Mickey, mais ça aurait été peut-être un peu insultant. Réducteur. Alors, Sylvain, on est là donc pour parler notamment de Mémoire de Gris, qui est ta dernière bande dessinée qui vient donc de sortir aux éditions Delcourt. Mais c'est la première fois qu'on te reçoit et on a un petit peu de temps devant nous. Et moi, j'ai envie de parler un petit peu d'avant et de retracer ton parcours, notamment parce que ça nous permettra aussi de voir en quoi Mémoire de Gris est différent dans plusieurs aspects de tes précédentes œuvres. Alors déjà, t'as une vie avant d'être auteur. Ouais. Je ne suis pas né auteur de BD. Non, mais t'as eu une autre carrière avant. Ouais. Tu me disais juste avant que t'avais été salarié avant de devenir auteur de bande dessinée. Est-ce que tu peux retracer ton parcours à comment t'es venu à la bande dessinée d'un point de vue professionnel, mais aussi toi en tant que personne, j'imagine alors peut-être que t'étais lecteur depuis très longtemps, ou est-ce que c'est quelque chose qui t'est arrivé aussi sur le tard? Ouais, c'est un peu difficile à déterminer, c'est ce que je dis souvent, parce que j'avais pas vraiment de bande dessinée chez moi quand j'étais petit. Mes parents en lisaient pas. J'en lisais un peu chez des amis de ma mère, genre des Lucky Luke, des trucs comme ça qui traînaient quoi quand je m'ennuyais. Mais je dessinais par contre, j'avais une espèce de passion pour le dessin, un truc un peu monomaniaque quoi. Et après à un moment gamin, j'ai dit je veux faire de la bande dessinée. Je sais pas vraiment pourquoi, je m'y connaissais pas tant que ça. Et après je sais pas, obstination sur obstination, j'ai gardé le truc. Donc je me destinais un peu à faire des parcours scolaires artistiques. Mais j'étais pas d'accord avec le fait de parcours scolaire, dans l'idée du parcours scolaire artistique. Toi, tu voulais juste un parcours artistique. Ouais, c'est ça. Donc j'ai arrêté au lycée. Donc après, je suis parti dans une espèce de bac pro, d'études en apprentissage dans la production graphique. Et puis en fait, il y avait pas de boulot dans le graphisme. Donc en gros, j'ai une espèce de formation de graphiste, mais après j'ai pas poussé jusqu'au BTS parce que je voulais travailler tout de suite, etc. Que je suis devenu indépendant assez tôt. Et donc j'ai trouvé du taf dans les boîtes qui m'embauchaient en apprentissage en tant que poseur dans le marquage publicitaire, quoi. Alors je faisais un petit peu de mise en page, un petit peu de graphisme de temps en temps, mais je bossais surtout sur les chantiers. Je posais des enseignes publicitaires, du marquage publicitaire, etc. Et j'ai fait ça pendant 10 ans. Et après t'as commencé super jeune à travailler. Ouais, j'étais en apprentissage à 15 ans, un truc comme ça. Donc ouais. Et quand tu dis que t'as arrêté au lycée, c'est que t'as pas fait le lycée en fait. Je suis allé en seconde 2 fois. Ok, très bien. Et comme je suis né en fin d'année, j'avais une espèce d'année d'avance quoi. Et voilà. Et puis après, je continuais à monter des projets en fait quoi. J'ai envoyé mon premier projet à l'édition, je devais avoir 16 ans, 17 ans, un truc comme ça. Après j'ai fait des rencontres en fait qui m'ont boosté, c'est-à-dire que quand je suis arrivé à Toulouse, je devais avoir 14-15 ans, j'ai commencé à découvrir parce que je venais d'un tout petit bled dans le Var où il y avait les premières librairies, elles devaient être à 1 heure de route. Donc je suis arrivé à Toulouse, j'ai découvert qu'il y avait des librairies SP, j'ai poussé la porte des librairies SP, les libraires m'ont conseillé, m'ont fait découvrir plein de trucs et m'ont notamment filé des adresses d'ateliers toulousains. J'ai poussé les portes des ateliers toulousains et j'ai rencontré des auteurs, et notamment un des auteurs qui a sûrement changé un petit peu mon destin, c'est Tony Valente. Et je lui ai envoyé des dessins, je lui ai envoyé des planches, il me faisait des retours dessus. Et j'ai envoyé un peu mes premiers projets comme ça. Et après, j'ai eu des périodes pendant ces 10 ans où j'ai plus fait de BD que d'autres. Et voilà. Et puis en fait, j'ai rencontré quelqu'un dont la tante avait envie d'écrire. Et ça s'est fait comme ça, ma première BD. En gros, je lui ai dit vas-y, écris une BD, et on a signé notre premier projet chez Delcourt comme ça. J'avais 27 ans. D'accord, très bien. Est-ce que tu sais un petit peu quelles sont justement les bandes dessinées qui ont pas fait ton parcours d'auteur? Ouais, les premiers trucs qui me viennent à l'esprit, forcément, c'est
bon, je pense quand même que les tout premiers livres franco-belges classiques, Lucky Luke, Astérix, etc., m'ont un peu boosté. Pas Tintin. Tintin, j'avais des Tintins chez mon père, mais je crois que j'aimais bien les regarder, mais j'aimais pas forcément les lire, quoi. Okay. Parce qu'on est entouré de posters Tintin. Ouais, c'est oppressant de ouf. Et après, les premiers trucs qui m'ont vraiment ému en bande dessinée, c'est les mangas. Et donc, moi, c'était One Piece, Naruto, je pense. Dragon Ball, ça arrivait un peu après, donc beaucoup le manga shonen. Et après, quand je suis arrivé à Toulouse, là, il y a beaucoup de trucs, notamment les bouquins de l'association. Je cite souvent Le combat ordinaire de Larsenet, Peter Pan de Loisel, l'ascension du haut mal de David B, qui est un bouquin de l'association qui m'avait vachement marqué. Et là, il y a plein d'auteurs qui m'ont influencé. Après, il y a eu Akira. Après, il s'est passé plein de trucs. Akira, petite bande dessinée. Un peu discrète, un peu discrète quand même, sous-côté, clairement. Est-ce que tu sais pourquoi tu voulais être auteur de bande dessinée? Qu'est-ce que ça a comme force pour toi, ce médium? J'ai l'impression de le découvrir plus maintenant que j'en fais ça. J'aurais pas vraiment pu dire avant. Je pense qu'il y a un truc où ça me semblait plus. J'avais envie de raconter des histoires, je pense, depuis tout petit. Je dessinais, j'aimais ça, et on me disait que je dessinais bien, donc je pense que je continuais, quoi. Et donc, tu vois, c'était un peu le résultat le plus rapide, quoi, et le plus accessible, parce que étant pas très doué pour les études, faire du cinéma, etc., ça me semblait complètement inaccessible, vu le niveau social de là d'où je venais et tout, ça me paraissait compliqué. Déjà, la bande dessinée, ça paraissait comme une espèce de rêve difficilement atteignable. Pourquoi ce média en particulier? Pourquoi est-ce qu'il a réussi à m'émouvoir et tout? Maintenant, j'arrive un petit peu à le décortiquer. Je pense que ce qui est génial avec la bande dessinée, c'est l'espèce d'accessibilité. C'est un média qui est hyper libre, quoi. Il suffit on peut tout faire en bande dessinée. Alors, on peut pas autant tout faire qu'en littérature. La littérature, c'est quand même le max. Mais visuellement, en termes d'art visuel, c'est quand même d'une liberté folle, quoi, parce qu'on peut raconter beaucoup de choses sans limite de moyens, et on peut vraiment s'éclater au niveau de l'imaginaire. Et quand tu dis que t'as fait, alors pas une école de graphisme, mais quand même, enfin, un bref cursus là-dedans, c'est-à-dire que pour le reste, en fait, tout ce qui est en termes de dessin, tu t'es auto-formé. Autodidacte, et après les rencontres que j'ai fait, quoi. Donc, il y a eu la rencontre avec Tony qui, lui, me donnait pas forcément de tips en matière de dessin, parce qu'il est très humble et qu'il se sentait pas forcément légitime, malgré son niveau incroyable, à faire des retours là-dessus, je pense. Mais par contre, il faisait beaucoup de retours sur la narration, ma manière de raconter, la mise en page, parce que, alors par contre, le premier truc qu'il m'a dit quand même, qui était assez incroyable, je devais avoir 17 ans. Je lui ai amené des planches qui étaient en format raisin, il y avait 1 milliard de détails, c'était des villes, machin. Par contre, aucune notion de perspective. Je savais pas ce que c'était qu'un point de fuite, quoi. Donc, il y a eu des petites révolutions comme ça qui ont été causées par des rencontres. Et après, j'ai fait une autre rencontre quand j'étais sur ma première trilogie, Les Métamorphoses, avec un ami qui s'appelle Bastien Sanchez et qui, lui, a des grosses connaissances académiques en anatomie, etc. Et qui, là, m'a dit, bon, mec, il va falloir peut-être apprendre à sortir un petit peu de l'autodidacte et à te renseigner un petit peu sur comment on construit un crâne, comment on aligne des yeux, etc., quoi. Ben ouais, j'ai fait des bonnes rencontres qui m'ont boosté et qui m'ont aidé à construire mon dessin et à construire ma manière d'écrire. Mon premier éditeur, David Chevel, m'a beaucoup aussi aidé en termes d'écriture, de narration, de mise en page. Donc j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours. Mais sinon, oui, c'est un parcours d'autodidacte, quoi. Voilà. Pourquoi raconter des histoires? Ça aussi, c'est une question que j'aime bien poser en général. Et parfois, j'aimerais bien je me permettrais même d'être un peu provoquant en disant, est-ce qu'on a la prétention de pouvoir raconter des choses, en fait, quand on veut raconter des histoires? C'est quoi? C'est pour toi projeter des univers qui t'intéressent? Ouais. C'est parce que tu estimes avoir des choses à dire ou tu... Bah, ça serait assez prétentieux de le dire, mais je sais pas, c'est un espèce de besoin, quoi. Alors c'est difficile à dire parce qu'en plus je raconte pas vraiment des trucs qui sont très personnels. Les sujets dont je parle, le truc qui revient souvent, c'est les luttes de classe. Je pense ça, c'est peut-être le truc qui est le plus personnel parce que je viens d'un milieu très prolétaire et que je pense que je me suis toujours questionné sur les différences de classe, les manques d'égalité, etc. Donc ça, c'est le truc qui revient le plus souvent. Mais après, je parle de plein de sujets qui me concernent pas directement. Donc c'est un peu difficile, mais en fait j'ai juste envie de raconter des trucs qui me touchent, je pense.
je crois que j'aime bien, je me sens empathique, ému par plein de trucs, et ça filtre et j'ai besoin que ça sorte, quoi. Donc j'ai envie d'écrire dessus. Il y a aussi, c'était vachement le cas sur ma précédente trilogie, mais c'est aussi le cas dans Mémoire de gris. Il y a vachement un truc de besoin de me poser des questions, quoi. Le fait de pas trouver de réponse aux questions que je me pose, c'est un peu un truc angoissant et vertigineux. Et le coucher un peu sur le papier, je suppose que ça m'aide un petit peu, même si en fait mes bouquins et mes scénarios pour l'instant, ils font surtout que poser des questions et pas forcément trouver de réponse. Et au final, je pose le vertige, mais à la fin, quand je finis, je passe pas du tout à autre chose, quoi. C'est-à-dire que t'as peur de dire je ne sais pas, alors qu'il peut y avoir quelque chose de très reposant aussi dans l'acceptation de pas tout savoir. Ouais, carrément. Non, mais même, je pense qu'il faut qu'on aille vers une société qui dit beaucoup plus je ne sais pas que ce qu'elle fait actuellement, quoi. Mais, et c'est un peu ma manière d'écrire, quoi. En tout cas, c'est comme ça que ça commence. À chaque fois que j'ai envie d'écrire, j'ai envie d'écrire, sur un sujet. En général, la base, c'est ça, quoi. Je pars de mon sujet et après, toutes mes scènes doivent servir mon sujet. D'accord. Après, quand on regarde ton parcours, enfin ta carrière, t'as pas toujours écrit tes propres bandes dessinées. Tu parlais juste avant de Alexis, enfin donc pour les Métamorphoses. Ouais. Ça, c'était pas compliqué pour toi de te mettre entre guillemets au service d'une histoire? Non, à l'époque c'était super. Moi j'aimais bien le scénario. C'était en 2019? 2017. Il est sorti en 2019 le premier tome, je pense. Ouais. On a signé en 2017. Ouais. D'accord. Donc on a fait 2 tomes d'avance quand on a sorti le premier. On avait déjà 2 tomes de fait. Et ouais, non, ça c'était une super expérience. Après il y avait quand même un peu une expérience d'écriture parce qu'Alexis, elle avait écrit une forme de nouvelle dialoguée qu'il fallait réadapter en bande dessinée, donc il y avait un petit peu de taf de réécriture, et donc ça me mettait un petit peu les pieds dans le plat. Et après il y avait toute l'écriture narrative, quoi, c'est-à-dire tout le découpage, etc. Et en fait j'ai un peu découvert que ça venait plutôt bien, quoi, le découpage et le storyboard pour moi. Donc c'est devenu un peu une espèce de fierté après de me dire mais en fait j'ai un truc sur lequel je suis relativement à l'aise entre guillemets, mais en tout cas sur lequel du coup je vais pouvoir expérimenter, prendre des risques et tout, alors qu'en dessin j'étais plutôt rigide et j'avais un peu peur de mes moyens, quoi. Mais non, c'était une chouette expérience, franchement. Ça s'est super bien passé. Alors moi j'avais écrit une suite même à ma première trilogie. Après c'est pas assez vendu pour le faire, mais cette suite que j'avais écrite, je l'avais proposée à mon éditeur. Et en fait, ça m'avait validé en tant que scénariste, quoi. Il m'avait dit, franchement, c'est bien construit et tout, machin, c'est éditable. D'accord, ouais. Mais on va pas le faire. Par contre, on va pas le faire parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. Donc ouais. C'était pragmatique et voilà. Mais au moins, j'étais là, en fait, je peux écrire un scénar, quoi. Parce que c'était quelque chose que t'avais jamais tenté partout. Si, j'avais tenté, mais je pense que au bout d'un moment, j'avais quand même un manque de légitimité à le faire, quoi. Parce que alors, autant dessiner, je le faisais depuis gamin. Mais alors l'écriture, moi je faisais des -50 en dictée au collège, j'avais des gros problèmes avec le français, avec l'expression écrite, donc j'avais vraiment un problème de légitimité avec le fait d'écrire. Donc ça a mis beaucoup de temps avant que je me sente bien là-dedans. Dans mes premiers projets, c'était hyper immature, l'écriture, c'était une catastrophe. Et après, au bout d'un moment, je me suis senti chaud, quoi. D'accord. Ça t'avait mis en confiance aussi, j'imagine, même de t'affirmer en tant que dessinateur, le fait d'avoir quand même une première trilogie publiée, parce que c'est pas forcément, après, si on se resitue c'était maintenant 7 ans, mais ouais. C'était pas forcément chose aisée, en fait, d'être validé directement sur une trilogie. Ouais, en plus, oui, en fait, on commence, moi, à l'époque, donc, j'étais salarié, je venais d'avoir une petite fille, on venait d'acheter un appartement. C'était le grand saut, quoi. Je me disais, si ça se trouve dans 3 ans c'est fini, quoi. Je savais que je partais sur une trilogie, donc c'était quand même un peu sécurisant entre guillemets, mais ça reste un CDD, quoi. Ouais, ça reste vraiment un CDD. Et mais bon, ça c'est dès le premier tome, je me suis dit je peux faire ce métier. J'étais sérieux, je travaillais bien et je rendais tout mon taf à temps, etc., machin. Donc il y avait une forme de validation quand même qui me rassurait. Et donc très vite j'ai un peu pris la confiance, quoi, même si même encore aujourd'hui je me dis ça peut s'arrêter n'importe quand, et j'ai toujours un ou 2 coups d'avance et 2 projets d'avance, quoi. T'avais participé aussi à une anthologie alors
au cours de tes premières années, que c'est un volume de Android. Et ça, c'était un projet plus de commande. Alors, c'était pas forcément quelque chose que tu avais. Je rigole, je peux pas m'empêcher de rigoler parce qu'on en a parlé avant. Bien entendu, mais les gens ne le savent pas. Ouais. Et du coup, attends, excuse-moi, c'était quoi la question? Que c'était plus un truc de commande en fait, qui t'occupait pendant que tu travaillais sur. Ouais, c'est ça. En fait, je voulais quand je suis passé de donc cette première trilogie avec Alexis à Talion, ma première trilogie en auteur complet, il y avait un peu de battement. Alors en vrai, ça aurait pu se faire sans le battement, mais je m'étais dit ce serait bien que j'ai un peu de temps de respiration pour écrire mon truc. Donc David Chauvel, mon éditeur chez Delcourt, et qui est mon éditeur actuellement sur Mémoire de Gris, avait cherché en gros s'il y avait pas un album sur lequel bosser pendant un an, quoi. Et donc il y avait ces séries concept chez Soleil, et donc j'ai fait un Android tome 9 chez Soleil, voilà, qui était vraiment un projet de commande qui s'est passé de manière un peu, on va dire, désintéressée. C'était pas particulièrement compliqué à faire, mais c'est de la bande dessinée qui est très codifiée, préparée à l'avance, très cadrée. Voilà, c'était pas de la bande dessinée que moi j'allais lire, quoi. Mais bon, c'était un projet de commande, je l'ai fait du mieux que je pouvais. Et voilà, l'album existe. Et ça, c'est relativement intéressant, mais c'est aussi que même dans un parcours d'auteur, est-ce que c'est le genre d'expérience qui peut même te décourager, en fait? Je pense que alors, il y a plusieurs types d'auteurs différents, mais moi, je veux vraiment raconter des histoires et prendre plaisir avec la narration et le format de la bande dessinée. C'est mon plus grand plaisir, et mon premier plaisir, d'ailleurs, c'est vraiment l'écriture, raconter des histoires et mettre en page. La partie storyboard, c'est vraiment le moment qui m'intéresse le plus, je pense, dans la bande dessinée. C'est le moment le plus ludique, le plus fun, et là où je peux le plus expérimenter. Voilà. Et puis en plus, je me considère pas particulièrement comme un virtuose du dessin, quoi. Donc là où je vais prendre le plus de plaisir à expérimenter des trucs et à me sentir libre, et là où je vais trouver peut-être le plus de légitimité, justement, c'est dans ce moment de la mise en page. Donc me priver de ça et bosser pendant des années sur des boulots de commande avec des manières d'écrire qui moi me plaisent pas, dans lesquelles je me sentais étriqué, bah forcément ça aurait pas, au bout d'un moment j'aurais pas pu, quoi. Mais après il y a plein d'auteurs qui sacralisent le dessin en premier, c'est leur truc d'émancipation principale, c'est le dessin, le trait, l'ancrage, bosser sur leur planche, et du coup ça leur va très bien en fait de pouvoir juste se faire plaisir sur leur page, et donc c'est ok, quoi. Enfin, et voilà, il y a du taf pour tout le monde. Parce que sans dire si t'es un virtuose ou pas du dessin, t'as quand même un dessin qui est assez détaillé. En tout cas, dès les métamorphoses, en fait, c'est quand même très travaillé. En plus, j'imagine que t'as fait pas mal de recherches aussi pour restituer une époque. Ouais, dans cette époque très steampunk, en fait, des débuts de l'électricité, fin de l'époque du charbon, quoi. C'était quand même aussi quelque chose de compliqué, ou c'est pas forcément difficile, mais parce que voilà, t'es pas dans une approche très simple, on va dire. Il y a quand même beaucoup de détails. En plus, t'as un découpage quand même qui est très généreux. Enfin, tu fais beaucoup de cases par planche. Mm-hmm. Et là-dedans, c'est souvent aussi la question que je me pose, c'est de savoir en fait l'équilibre que tu dois gérer entre le fait que tu te fasses plaisir et le moment aussi où en fait il va falloir dessiner tout ça. En fait, ça devient épuisant aussi à un moment. Ce qui était compliqué sur ces bouquins-là, c'est que du coup, c'est des bouquins de 60 pages. Et que pour faire rentrer tout ce qu'on voulait dans 60 pages, c'est vraiment compliqué. Donc là je me sentais un peu oppressé, quoi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de cases par planche, parce que en fait, j'aime la variation narrative, donc je voulais faire des pleines pages et faire des doubles pages sur 60 pages, ce qui fait que ça ramassait quand même les autres pages qui finissaient par en souffrir un petit peu, quoi. Là, ce qui est bien maintenant, c'est que j'ai fait un bouquin de 230 pages. Donc, quand j'avais envie de faire 4 pages sans texte, je faisais 4 pages sans texte. Je faisais vraiment ce que je voulais. Que je rajoute 10 pages dans le bouquin, que j'en enlève 10, ça allait pas changer la face du monde. Et ça, c'est vraiment ce vers quoi je tends le plus, quoi. La liberté narrative en priorité. Par contre, je me rappelle absolument pas de ta question de base. C'est pas grave. C'était à quel moment tu gérais l'équilibre entre justement la liberté de t'amuser sur un découpage et sur un dessin qui est très détaillé, et le moment où en fait où ça devient trop et il faut que tu sinon tu t'épuises. Ouais, c'est ça. En fait, donc c'est surtout les décors sur lesquels, parce que moi j'ai vraiment un côté laborieux, c'est-à-dire tout. Enfin, si j'ai réussi à faire de la bande dessinée, c'est parce que je suis un laborieux. Je dessinais les week-ends, je dessinais le soir, machin, etc. Donc j'ai un truc un peu cathartique avec le labeur, quoi. C'est-à-dire que faire plein de petits décors et m'épuiser, me niquer les mains sur des cathédrales, j'aime ça, quoi.
J'aime ça. Mais je peux pas le faire, je peux pas passer 1 semaine et demie à dessiner Notre-Dame comme je l'ai fait sur les Métamorphoses. Donc au bout d'un moment, ouais, il a fallu alléger mon style. Et puis avec le temps, je me suis rendu compte que c'était pas ça qui me définissait en tant qu'auteur, parce qu'il y a un moment en fait où je me suis dit que les décors ça allait, j'étais plutôt à l'aise avec, et que donc je pourrais bourrer sur les décors. Et on m'a beaucoup répété, oh tes décors sont super, machin, et c'est plein de détails, on adore. Mais en fait, au final, c'est pas là-dedans que j'ai envie de m'émanciper, de me faire plaisir. Si je fais de la bande dessinée, c'est avant tout pour la narration, l'écriture. Donc j'ai désacralisé cette avalanche de détails chez moi pour essayer d'aller plutôt travailler la composition, les formes générales et la mise en page. Et au final, je me rends compte que c'est quand même beaucoup plus sain, quoi. D'accord. Alors, de façon de entre Mémoire de Gris, les Métamorphoses ou même Talion, en fait, t'es toujours dans la BD de genre, soit de alors, je sais pas, j'appellerais pas forcément Métamorphose de la fantasy, même si on y est quelque part, parce qu'il y a des éléments de fantastique. Enfin, c'est une forme de fantastique, de fantastique un peu littéraire, quoi. Mais ensuite de la SF, puis là vraiment une sorte de fantasy plus dark, on va dire. Le réel, ça t'intéresse pas. Toi, tes histoires, il faut qu'il y ait quand même du genre derrière. Ouais, je pense. Ouais, c'est une question de construction. Hein. C'est juste parce que ma culture, elle a été formée par la littérature de genre, par la bande dessinée de genre, le cinéma de genre. Enfin, donc ouais, je pense que je peux pas. J'ai du mal à me sortir de rajouter un petit peu de fantastique dans mes récits. Et même, par exemple, travailler sur le présent, ça m'intéresse pas du tout, quoi. Travailler. Pourtant, il y a tellement de choses à dire. Ouais, bah oui, il y aurait moyen, mais. Tu parlais de lutte des classes juste avant. Ouais, mais esthétiquement, bah alors, Mémoire de Gris, pour le coup, c'est un bouquin que j'ai écrit pendant la crise des Gilets jaunes et ça m'a beaucoup influencé. Mais j'ai voulu transposer ça dans un autre univers, mais esthétiquement, le présent m'intéresse très très peu, quoi. Donc, j'aurais vraiment du mal à dessiner des bagnoles, par exemple, ça me rendrait fou. Je pense que je pourrais dessiner des bagnoles volantes. Ouais, j'allais dire, mais des bagnoles futuristes. Mais dessiner des 4L, enfin, non, je suis pas si vieux que ça pourtant. Mais dessiner des Clio, quoi, vraiment, ça me rendrait fou. J'ai des potes qui ont fait ça, qui ont fait des bouquins, ils se reconnaîtront, je pense, qui ont fait des bouquins un peu sociaux sur la banlieue parisienne, comme ça. Ah putain, au bout d'un moment, franchement, dessiner des barres d'immeubles et des Clio, ça rend fou, quoi. Vraiment, tu vois. Toi, tu détestes balader en banlieue. Non, alors par contre, il y a moyen en composition, il y a des trucs incroyables à faire. Esthétiquement, c'est incroyable. D'ailleurs, sur ma prochaine série, j'ai essayé de réduire un petit peu les décors, donc j'ai cherché des modèles architecturaux proches du brutalisme, des trucs comme ça, donc très modernes. Et en fait, il y a quelque chose dans l'épure et dans la composition architecturale qu'on peut aller chercher dans l'architecture contemporaine. Mais moi, juste, ça m'enjaille pas à dessiner, quoi. Faut aller chercher des trucs un petit peu plus fantasy, quoi. Et la différence majeure, et tu l'as un petit peu abordé juste avant, entre Mémoire de Gris et tes précédentes BD, c'est que tu passes sur du récit complet, en fait. Alors on peut dire roman graphique pour s'anoblir des choses, ça reste de la bande dessinée, mais en tout cas sur une structure de pagination plus importante, on découpe pas en 60 pages. Pourquoi t'as voulu aller, alors tu parlais de liberté narrative, mais est-ce que aussi même en termes de rythme, ça te convient plus de faire un gros paquet de pages plutôt que d'en faire 3 fois 60 sur un temps plus long? Non, vraiment, c'est ça, c'est la liberté narrative, parce qu'en fait, ma précédente trilogie, elle est, que j'aime vraiment beaucoup et dont je suis très fier, mais elle est quand même vraiment coincée dans son format, quoi. Je voulais raconter énormément de choses. Tu pouvais pas je te coupe, mais tu pouvais pas juste dire à Glénat à l'époque, mais en fait, ça va être 80 et pas 60, et tant pis, je serais payé pareil, mais au moins laissez-moi les faire. Bah non, parce que justement, je serais payé pareil. C'était un peu le problème. Ouais, en mais fait, toi, c'est que t'es payé pareil pour faire un album de 200 pages que de 60 aussi. Donc, c'est ça. Mais à l'époque, la différence, c'est que je me sentais pas capable de modifier mon dessin au point d'arriver à faire 230 pages en 10 mois. J'ai mis moins de temps à faire Mémoire de Gris qu'à faire Talion. Qu'à faire un tome de Talion, je veux dire. Donc, j'avais été aussi beaucoup défini en tant qu'auteur et encouragé à beaucoup de détails, un dessin réaliste, beaucoup de travail de la matière en couleur, etc. Et des trucs où, au bout d'un moment, par des rencontres, par des influences, par des lectures, je me suis dit, mais c'est pas ça que j'ai envie de faire, c'est pas ça qui me définit. Et donc j'ai voulu aller chercher un album avec grosse pagination, et j'ai fait un travail de recherche esthétique et de modèle graphique et d'investissement technique pour arriver à trouver
un modèle dans lequel je pouvais arriver à produire autant 4 fois plus de pages, quoi, dans le même temps. Et ce qui était bien, c'est que j'ai commencé avec le Moyen-Âge, donc je prenais pas trop de risques, parce qu'en gros, je dessine des cailloux et des arbres. Donc, au bout d'un moment, ça va quand même très très vite. C'était dans la partie pauvre du Moyen-Âge, ouais. Ouais, et puis j'ai cherché oui, parce que c'est très rural et tout, il y a une grosse ville, mais on y passe très peu de temps. Donc, j'ai cherché des tips, en fait, pour arriver à gagner du temps. J'ai enlevé plein de trucs en couleur. Donc, je travaille surtout sur des aplats et je viens juste rehausser quelques trucs avec un tout petit peu de lumière. Mais ça m'a fait réfléchir beaucoup à mon dessin. En fait, comme je suis autodidacte, j'avais un truc très pratique du dessin. Je sais pas comment vraiment l'expliquer, mais en gros, s'il y avait du métal, il fallait que ça ressemble à du métal. Donc, il y avait zéro évocation. C'était un truc très pragmatique. Genre, alors le métal, comment ça fonctionne, hein. J'avais des photos de tel métaux, machin, et puis après j'essayais de reproduire de manière réaliste, ce qui faisait que pour le lecteur, ça allait faire penser à du métal. Mais en fait, un lecteur, une épée, il sait que c'est en métal, quoi. Donc, si je la mets en gris et que je mets rien comme lumière et tout, c'est toujours du métal, en fait, dans la tête du lecteur. Donc ça, j'ai fait un gros travail aussi de recherche sur mon dessin pour arriver à travailler plus sur l'évocation par le trait. Donc juste en quelques traits, évoquer quelque chose pour le lecteur plutôt que d'aller essayer de le représenter de manière réaliste. Et ça m'a fait gagner un temps de ouf, quoi. C'est-à-dire qu'avant, j'allais dessiner chaque brin d'herbe d'un champ. Maintenant, je fais 3 traits et c'est bon, on sait que c'est de l'herbe, c'est au milieu des arbres, y a pas de raison que ce soit, je sais pas moi, du marbre, quoi. Voilà. Ça peut être un concept, hein. Donc voilà, c'est beaucoup de plein de petites recherches comme ça qui m'ont pas pris non plus un temps de fou, hein, à conceptualiser, mais et qui ont fait qu'au final, je me suis surpris à me dire, c'est possible, quoi. C'est-à-dire que t'as quand même développé on va dire une batterie d'outils en fait pour un vocabulaire pour améliorer, on va dire, pour avoir un côté presque plus productiviste en fait de la bande dessinée, ce qui pour quelqu'un de gauche est terrible quand même de vouloir rentabiliser absolument. Moi j'aurais dit artisanal plutôt que productiviste, tu vois. Mais oui, carrément. Oui, il y a un truc en fait, je te cherche. Non, mais je comprends totalement. Mais en plus, c'est vrai qu'il y a une forme d'ambivalence là-dedans. C'est pareil. Moi, j'adore le manga. En fait, le manga, pour la plupart, en tout cas pour tout ce qui est mainstream, c'est très influencé par le fait que c'est une industrie et qu'il faut aller très vite et qu'il faut produire très vite. Et ça amène des contraintes qui amènent à une certaine ligne, à une certaine clarté dans le dessin, et en fait que moi j'adore, quoi. Donc l'épure, il vient pas forcément d'un choix artistique de base, il vient aussi probablement de beaucoup de contraintes. Donc je me suis mis ces contraintes à moi-même et au final je me retrouve avec un dessin qui me plaît beaucoup plus, qui est plus naturel chez moi, qui me fait qui rend aussi ma vie plus saine, quoi, où je me bute pas au taf comme avant. J'ai un peu allégé ma charge de travail et du coup ma charge mentale, et du coup je pense que je produis un travail qui est plus sain, et je suppose aussi que ça se ressent au final sur les pages. Donc oui, il y a une forme d'artisanat là-dedans, ouais, c'est sûr. Productiviste, je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il y a plein de manières de voir la bande dessinée, et je pense qu'on nous donne pas la liberté de moyens pour choisir nécessairement. Donc, quand on choisit d'avoir une vision très arty de la BD, mais qu'on n'a pas les thunes pour le faire, on peut se faire très mal, quoi. Non, et puis de toute façon c'est aussi tout un métier d'astuce en fait en tant que tel, parce que de toute façon t'auras beau être le meilleur dessinateur du monde, peut-être que t'auras une lacune. Et si à un moment tu décides de faire une histoire où tu vas devoir jouer avec ces lacunes, comment est-ce que tu passes à côté? Pour moi, j'ai toujours Naïef qui était passé en interview dans ce podcast qui disait mais en fait les chevaux je déteste ça, les gens ça c'est relou, mais je lui fais mais pourtant t'as fait ok c'est un western avec des chevaux, il fait ouais mais regarde ils sont dans des hautes herbes. Ouais, j'avais entendu. Et ce genre de choses, ou même un Mignola, tu vois, qui passe par la plaque, qui a fait un truc super avec un trait de moins en moins chargé au fil de sa carrière, jusqu'à trouver avec Hellboy en fait quelque chose où tout et au final maintenant il est connu pour ça. Et c'est ça, et il y a plein de gens qui rêveraient et c'est pas de la fainéantise, quoi. C'est juste d'aller à l'essentiel. À l'essentiel, ouais. Et voilà. Justement, bon, ça fait quand même déjà plus de 20 minutes, presque une demi-heure qu'on parle ensemble pour Mémoire de Gris. On n'a toujours pas évoqué ce que c'était Mémoire de Gris. J'ai vu dans des autres interviews que tu évoquais en fait une forme de réinterprétation de la légende de Robin des Bois, façon un peu Loisel avec son Peter Pan, que c'était quelque chose en fait qui t'animait, c'était en fait de vouloir reprendre cette imagerie et d'en faire quelque chose de
sombre, voire même de bien plus sombre quand même. Ouais, en fait, dans la tragédie. Ouais, en fait, ce qui m'avait marqué dans le Peter Pan de Loisel, c'est cette espèce de truc de Peter, à chaque fois qu'il repasse à Londres, il y a un meurtre de Jack l'Éventreur. Et du coup, on pouvait faire une espèce de raccourci en fait, Peter Pan, c'est Jack l'Éventreur. Et j'aimais bien cette idée de prendre un personnage et de le noircir. Après, il y avait un autre truc aussi, c'est que, je sais pas, Robin des Bois, c'est un espèce de truc qui a bercé ma jeunesse, notamment à cause de Prince des voleurs et de Sacré Robin des Bois aussi de Mel Brooks ou, je sais pas, d'autres trucs après plus tard comme une série de la BBC, je crois. Mais franchement, c'était toujours éclaté, quoi. C'était vraiment pas bien. Bah, enfin, alors, Sacré Robin des Bois de Mel Brooks, c'est incroyable, mais c'est vraiment n'importe quoi, parce que c'est Monty Python, quoi. Mais moi, j'ai souvenir d'un film Robin des Bois où ça commence sur une plage comme ça avec un... Bah, c'est Prince des voleurs avec Kevin Costner. Ouais, d'ailleurs, il est pas bien sûr, parce que moi, j'en ai un bon souvenir. Ah ouais, bah, revois-le, c'est un nanar, quoi. Ah ouais, okay. Ouais, c'est une cata, franchement. Il y a pas genre une table ou un chaudron qui a des pattes à un moment, je sais pas quoi, qui, à la fin avec la sorcière. Bref, bon, c'est pas grave. Non, mais il y a une sorcière qui fait bader, qui fait grincer ses ongles sur des assiettes, là. Oui, c'est ça, ouais. Okay. Bah franchement c'est vraiment il y a Alan Rickman et tout dedans qui joue le shérif, il est incroyable, mais il joue de manière il surjoue de ouf et tout, mais c'est un film que j'aime beaucoup, mais la musique est cool, voilà. Okay. Voilà, mais sinon le film est raciste aussi et tout, il est misogyne, enfin il a vraiment mal vieilli, voilà. Donc et puis il y a toujours ce mythe du bourgeois sauveur, quoi. C'est-à-dire le mec qui est blindé et il arrive, enfin ce côté Batman, quoi. Mais j'ai tout perdu, je vais aller sauver des pauvres parce que je suis touché, machin. Mais en fait, c'était un espèce de mythe auquel j'avais un peu du mal à adhérer. J'avais envie d'écrire un récit social et de parler de lutte de classe. Et je trouvais que c'était un bon outil, quoi, d'essayer de déconstruire ça et de rendre ce personnage de noble qui comme tous les autres personnages, parce que avant tout, ça parle du rapport entre la liberté et la violence, Mémoire de Gris. Et tous les personnages ont été éduqués dans la violence et essayent de s'en sortir. Mais de marquer cette différence sur le milieu social duquel on vient apporte d'énormes différences dans la manière dont on perçoit les difficultés, etc. Bah, c'était un axe super important. Donc voilà, je me suis lancé là-dedans. Le pitch. Si tu résumes le pitch en 30 secondes juste pour ceux qui nous écoutent et qui ont pas lu, pour qu'on puisse continuer la discussion, sachant de quoi on va. Bah, le pitch, c'est donc l'histoire de ce noble qui s'appelle Pierre et qui est donc parti à la guerre pendant 7 ans et qui revient mort du champ de bataille. Il est ramené à la vie par, en gros, la femme avec laquelle il a grandi et avec laquelle il a eu une histoire et qu'il a quitté dans des circonstances qu'on imagine hyper violentes et traumatiques. Et elle est forcée de le ramener à la vie. Et puis après, ils doivent cohabiter dans un univers qui est en perdition, quoi, qui est en train de mourir, qui est complètement étouffé par les taxes et dans lequel il y a des luttes de classe assez strictes et violentes. Voilà. C'est quoi qui est venu enfin, tu parlais de Robin des Bois, mais après dans la construction, est-ce que c'est le fil narratif un peu l'histoire qui t'anime en premier lieu, ou c'est des personnages et t'avais vraiment envie de raconter l'histoire de ce Pierre ou de Marion? Qu'est-ce qui t'animait en premier lieu sur le projet? Ouais, je pense que ça s'est fait un peu, ça s'est mélangé, parce que la base quand même, c'était parce que ma première version du scénario s'appelait vraiment Robin des Bois. Donc t'as le droit de faire ça? Ouais, parce que alors Robin des Bois, c'est une histoire libre qui provient d'une espèce d'histoire orale racontée au Moyen-Âge, tous les personnages. Enfin, c'est très difficile d'en déterminer la source. T'aurais dû l'appeler juste Robin, tu sais, pour... Bah, je voulais pas que Robin soit le personnage principal. Donc, c'était déjà mon premier, mais ça aurait été le twist. Problème. Ça s'appelle Robin, mais ouais, mais c'est que des mecs qui l'auraient acheté quand même. Tu vois, il y aura un côté identification masculine, etc., qui me plaisait pas. Donc oui, en fait, j'ai quand même pris les archétypes et les personnages de Robin des Bois, et après j'ai essayé de raconter quelque chose avec et de bousculer un petit peu les codes et les attentes qui étaient faites sur ces personnages. Donc voilà, mais donc la base c'était quand même ça. Ensuite, oui, les personnages se sont développés bien au-delà de ça et loin aussi, parce qu'au final, je pense que quelqu'un qui connaît de très loin Robin des Bois, il y a beaucoup de gens qui ont lu Mémoire de Gris et qui n'ont pas capté que c'était une adaptation de Robin des Bois, quoi. T'as quand même un passage. T'as quand même le passage où un personnage décide d'aller voler les pour redistribuer, où tu te dis normalement ça t'évoque un petit peu. Oui, normalement, oui. Ouais. Enfin, pour moi, ça a l'air relativement clair, mais j'ai quand même essayé de m'en éloigner après un maximum. On a déjà le fait d'avoir relocalisé tous les lieux, que ce soit un contexte français,
Bon, après, tous les lieux sont imaginés, etc. Le fait d'avoir rajouté de la fantaisie à l'intérieur, voilà, ça bouleverse pas mal de trucs. La petite touche de fantaisie, c'était une envie, quelque chose qui te semblait nécessaire pour quand même peut-être juste rester dans le genre, parce qu'en final, dans ce genre d'imaginaire, tu peux rester aussi dans un contexte juste très médiéval, mais vraiment dark médiéval. En fait, t'enlèves la touche de fantastique qui est dans le bouquin. Je pense que tu restes avec quelque chose qui transpire le genre quand même, en fait. Ça peut un petit peu, mais ouais, c'est une question de choix. Hein. Je pense que c'est une question de choix esthétique, scénaristique qui me plaisait, quoi. Mais c'était l'idée de travailler un petit peu sur le pacte avec le diable, mais aussi parce que mon personnage central pour moi, c'est le personnage de Marion, et qui est donc une femme qui est la fille du précepteur de Pierre quand il est petit, et qui elle donc grandit dans un milieu extrêmement violent, et pour se défendre de cette violence, elle va faire appel en gros à ce qu'il y a de la fantaisie dans le bouquin, quoi. Des espèces de fées qui vivent dans une forêt, qui sont une espèce d'entité un peu cryptique qu'on perçoit de loin, quoi, dans le bouquin. Mais que tu empruntes à la mythologie grecque sans forcément les chercher par contre dans des contes et folklore britanniques. Oui, ça vient des moires, mais en fait les moires, c'est la Trinité, c'est un truc qui existe un peu dans toutes les mythologies, dans toutes les cultures, qui a été transmis, et donc je sais plus trop où j'allais avec ça, mais c'était le personnage principal pour toi. Mais ouais, pour moi c'est le personnage central, et pour se défendre de cette violence, je voulais aller sur quelque chose de qui allait encore amener d'autres violences, et j'ai choisi ce pacte avec le diable, et je voulais aussi travailler sur le mythe de la sorcière. Marion, c'est une femme seule à une époque extrêmement dure, extrêmement violente, qui doit s'en sortir comme elle peut, et donc elle a plein d'outils, mais des outils qui ont malheureusement des conséquences. Je voulais travailler sur tout ça, et le fait que j'allais travailler sur le mythe de la sorcière, le fait que comme ça allait être une femme seule, elle allait être perçue comme une sorcière, elle allait être rejetée à cause de ça. Au final, j'ai poussé le truc à fond jusqu'à en faire devenir une espèce de vraie sorcière entre guillemets, quoi, lui donner quelques pouvoirs, quoi, mais voilà. Tout en restant, c'est pas un récit qui est full fantastique non plus. Non, il y a pas personne, je crache du feu, enfin, j'ai du feu avec les mains. Personne ne glace personne ne fait d'électricité. Et il y a pas de dragon. Il y a pas de dragon. Très gros écueil de cette bande dessinée. Il y a pas des de corbeaux, quoi. Ouais, c'est pas pareil, ça. C'est des petits dragons. C'est ça. C'est parce que ça a des griffes comme ça, enfin, des serres et des ailes que c'est la même chose. Vraiment, vraiment pas cool. Comment tu construis cet album? Parce que c'est 230 pages. Ouais. Est-ce que tu sais directement que tu vas aller sur cette longueur là, et à partir de ce moment-là, est-ce que tu construis tout dans l'ordre chronologique, ou parce que vu que t'as une structure avec des chapitres aussi, hein, on va dire, qui ont pas du tout tous la même longueur, est-ce que tu t'es permis d'avoir ton plan au départ, et après te dire, mais en fait je vais développer un chapitre, le chapitre 1 mettons, puis en fait le chapitre 15 parce qu'en fait j'ai envie de dessiner plutôt ça. Et comment ça se passe dans ta mécanique? Ouais, non, mais j'ai un truc très rigoureux avec le taf, donc je suis assez procédurier et tout, donc genre j'ai écrit, je savais que je voulais faire un gros bouquin entre 200 et 250 pages, quoi, donc je partais très large. Donc j'ai commencé à structurer mon bouquin. Donc en gros, quand j'écris, j'écris une structure par scène. Chaque scène, ça me prend 4 phrases à peu près, quoi. Et j'écris toute la structure du bouquin comme ça. Il y a que moi qui peux lire ce qu'il y a écrit parce que c'est presque incompréhensible, c'est même pas des phrases complètes et tout. Ça me permet de bouger toutes mes scènes comme j'en ai envie, réécrire facilement, etc. Parce qu'au final, c'est un document qui fait 3 pages, donc c'est très facile de travailler dessus. Et une fois que j'ai validé cette structure, et donc là j'avais mes chapitres et tout, j'estime à peu près combien de pages vont me prendre chaque scène. Je refais un travail si je vois que vraiment j'en ai trop ou que j'en ai vraiment pas assez. Et là, j'avais estimé genre 220 pages, quoi. Et au final, je suis à 230. Mais généralement, j'arrive assez bien à visualiser combien de planches vont me prendre un truc, quoi. Je pense qu'au bout d'un moment, c'est un truc de juste d'auteur de BD. Je pense qu'on est toutes et tous à peu près capables de le faire. Si on nous fait lire un texte, on imagine à peu près combien de temps ça nous prendrait à le raconter en planche, quoi. Et à partir de là, après, je vais muscler ma structure et rentrer dans le scénario. Et après, j'écris mon scénario. Après, je fais mon storyboard. Mais je fais toutes les planches de manière linéaire, voilà. Et après, je fais tout l'ancrage, et après, je fais toute la couleur du début jusqu'à la fin, sans me permettre aucune planche prioritaire parce que plus fun ou quoi. Même pas les doubles, même pas les splashs ou les doubles. Non, je les fais quand elles arrivent, quoi.
Mais bon, après, les étapes vont très vite, hein. Le storyboard, c'est 2-3 mois. L'ancrage, c'est 3-4 mois. La couleur, c'est 2 mois. Enfin, ça va très, très vite, quoi. Donc... Ouais, parce que là aussi, avec justement ce plus long format ou cette liberté narrative que tu peux te permettre, bah, justement, on les voit, là, les splashs, les doubles aussi, quand elles sont là, tu sais, un peu les agencer, tu dis aussi qu'elles peuvent servir un peu de respiration. Ouais. Dans le reste de ton séquentiel qui est quand même encore une fois là aussi très chargé, quoi. T'es vraiment sur 4 bandes à chaque fois et parfois jusqu'à 3 ou 4 cases par bande, donc tu peux avoir vraiment un moment un découpage assez intensif. Ouais, je pense dans Mémoire de gris, bon alors après j'ai tendance à surdécouper, c'est un peu mon truc, je sais pas exactement d'où ça vient, probablement pas mal du manga ou de l'animation. Je dirais plus de l'animation. J'aime bien les gros plans, quoi. Tu vois, les gros plans, les cuts, genre faire des gros plans sur des mouvements très précis, etc. Et ça permet de créer des ellipses en bande dessinée, c'est vraiment assez pratique. Donc j'ai des moments où je surdécoupe et après j'ai des moments où j'allais chercher vraiment de l'espace, quoi, dans ma narration. Je pense que vraiment c'est ça qui m'attire le plus dans le manga, c'est ce côté liberté narrative, quoi. C'est le côté page turner et la surprise par la narration et vraiment utiliser le fait d'avoir beaucoup de pages pour créer de la surprise, du suspense plus facilement. C'est aussi quelque chose qui t'est venu rapidement en tête, cette idée, parce que il y a quelque chose qui change aussi dans ton dessin. Je sais pas si c'est juste une question de filtre ou de couleur sur des séquences de flashback en fait qui viennent régulièrement s'immiscer. Mais tu vois, t'as l'impression que le trait soit moins appuyé, soit je sais pas en fait il est grossier même parce que en gros toutes les planches qui sont en flashback sont faites en tradi. En fait, j'avais fait mon storyboard en numérique. Et pour toutes les planches qui sont en flashback, j'imprime mon storyboard en A4 et je le repassais à la table lumineuse avec un feutre assez épais. Ce qui faisait qu'après, quand je rescannais avec l'agrandissement, ça donne un trait un petit peu plus grossier et qui amène une différence avec le temps présent. Et voilà, après, la couleur reste numérique derrière. Mais ouais, donc ça amène cette variation un peu de technique. Mais même parce que même sur la couleur par rapport à tes précédentes bandes dessinées, tu ressens moins l'effet couleur numérique, je dirais, en fait, parce que tu peut-être moins de dégradé ou moins de relief, en fait, quelque chose. Tu parlais d'aplat avant, mais même j'ai même quelques pages de séquences très rouges, en fait, qui sont plus d'un coup très ésotériques, en fait, mais parce que tu vas. Bon, ça pourrait être de la peinture. Enfin, tu me dirais que tu l'aurais fait à la peinture. Moi, je te croirais, quoi. Ben, j'ai fait à la peinture. Je te crois pas. Je te crois. C'est incroyable. Putain, il a peint tout ça. Il est trop fort. En 10 mois seulement. J'ai tout fait. J'ai tout peint à la main, à la gouache. L'escroc. Le parfait escroc. Mais c'est que t'as aussi changé ta façon de faire, de ce point de vue-là. C'est vraiment beaucoup plus simple. Je pose juste des aplats, en couleur, quelques textures, avec quelques brushes, et puis après, je rehausse vraiment juste quelques persos, quelques plans de décor avec des niveaux de lumière, mais vraiment la couleur ça va très très vite. Le seul truc que je fais en couleur qui est un peu particulier, c'est que je fais une palette globale de tout mon album avant de commencer. Donc je prends toutes mes planches que je mets à plat sur une seule page sur Photoshop, et en gros je fais une palette par scène. Donc je définis 6 couleurs par scène, et après je travaille sur en gros la cohérence colorimétrique de tout mon album. Donc si j'ai besoin de faire des rappels de couleurs sur certaines scènes, de reprendre des couleurs du début de l'album pour les mettre à la fin et tout, je le fais à ce moment-là. Donc après, quand j'attaque ma couleur, en fait j'ai juste à venir pipetter ces couleurs et à les reprendre. Enfin, ça va vraiment très très vite. Mais moi j'adore ce taf. C'est le truc du coloriste, c'est vraiment genre le soulagement à la fin de l'album. Là, t'as fini l'ancrage et tout, t'attaques ta couleur, tout va très vite, tu fais 8 planches par jour, t'es là, ouh, c'est bon, j'avance de ouf, tu vois. Et c'est super agréable. Et après, j'ai rajouté du bruit et une espèce de filtre un peu aquarellique par-dessus, ce qui donne ce côté un petit peu tradi. Plus le fait qu'aussi on a une espèce de papier très mat qui sûrement ajoute peut-être un peu ce côté tradi. Oui, sur du glacé, ça aurait peut-être pas rendu pareil. Ouais, c'est possible. Peut-être que ça aurait rendu plus animation, en fait. C'est possible. Sur du glacé, quoi. Est-ce que tu te poses une question à un moment de la noirceur de ton récit, ou est-ce que pour toi il n'y a pas forcément de limite dans le côté, enfin voilà, tu dis que tu veux faire une tragédie, tu peux faire une tragédie de différentes façons, tu peux.
Et Mémoire de Gris est particulièrement lourd quand même dans ce qui se passe, dans ce qui est arrivé au personnage, dans ce que tu comprends de la relation notamment entre et pour le coup en plus je te dirais où c'est très bien joué parce qu'en fait t'as deux séquences. T'en as une qui est très explicite qui arrive un peu après, mais en fait t'as un premier échange en fait entre ces deux personnages où si t'as bien suivi l'histoire en fait tu comprends immédiatement ce qui est passé, tu sais qu'en fait c'est hyper Bresson, et après t'as quelque chose qui vient te le réexpliciter pour les gens qui étaient peut-être moins attentifs, donc là-dessus c'était très bien joué, parce que c'est toujours très compliqué de détailler quelque chose sans que les personnages aient à le dire en fait, tu vois. Mais donc par rapport à cet élément notamment que je trouve vraiment super sombre, je me disais aussi à moi, mais ok, mais si on en est déjà là alors que l'album il reste encore 50 pages en plus à aller, tu dis jusqu'à quel point tu reste quand même une bonne centaine à ce moment-là. Mais voilà, c'est à quel point à quel moment tu vas t'arrêter et au final on est Sylvain, tu aimes les histoires qui finissent mal, quoi. Ouais, en fait il y a un peu un côté oppressant dans cette tragédie, c'est d'essayer d'aller chercher T'es presque au niveau c'est shakespearien presque, parfois même. C'était un peu mon idée, quoi. Parce que déjà il y a aussi le travail sur le triangle amoureux, le fait de raconter une histoire d'amour de manière ultra tragique. C'était parce qu'il est pas beau ce triangle. Non, il y a rien qui va. Il y a rien qui va. Tout le monde a peur en fait de la violence de l'autre, quoi. C'est ça un peu le truc du récit. Mais est-ce qu'il y a un moment où tu dis en fait ça va, c'est pas vraiment de limite à part le fait que je veux pas que ce soit gratuit, quoi. C'est-à-dire le but c'est pas d'amener de la violence pour amener de la violence parce que ça va être fun ou graphique, ça peut être mon délire de lecteur sur certains trucs, mais là c'était pas du tout mon intention. Mais c'est peut-être d'amener une forme de mélancolie par la tragédie, quoi, d'avoir une sensation un peu oppressante oui, tout ce qui peut arriver de mal va finir par arriver, quoi, et ça crée pour moi une espèce de forme de style que j'aime bien, quoi, et que j'aime bien en tant que lecteur ou consommateur d'autres médias. Donc c'est vraiment un choix de style, mais je crois que juste j'aime ça personnellement, quoi. Mais moi je suis pas particulièrement quelqu'un de tragique ou quoi, mais c'est des histoires que j'aime lire parce que ça va m'émouvoir facilement, je pense. Et parce qu'en plus au-delà, parce qu'il y a aussi sur la question de la violence où tu dis est-ce qu'on peut utiliser ou pas la violence pour obtenir la liberté. Et ce que j'ai ressenti aussi, il y a une forme aussi de transmission de la violence en fait, parce qu'il y a un contexte familial à chaque fois. Est-ce qu'on arrive, et même tu mets un mot à la fin à ta fille en fait, tu te dis j'espère que tu verras dans un monde moins violent que celui-là, est-ce que la violence en fait elle est transmissible? Est-ce que toi c'est une question que tu t'es posée que ce soit par ton propre vécu ou par le vécu de personnes que tu connais? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui transpose? J'ai l'impression que les personnages ne se sortent pas de la violence, pas parce qu'elle est systémique, mais aussi parce qu'elle est complètement dans leur héritage familial. Ouais. Oui, c'est un tout en fait. C'est un tout. C'est à quel point la violence nous marque. Alors, et après, quel type de violence? Parce que du coup, c'est le travail sur la lutte des classes aussi, c'était identifier les différentes formes de violence. Oui. La physique et puis la violence physique, sur les morales, les taxes violence, aussi. Violence sociétale. Enfin voilà, il y a plein de formes de violence différentes. Mais oui, évidemment, il y a un travail sur et c'est peut-être un des trucs les plus personnels qu'il y a dans le récit, mais c'est comment est-ce qu'on peut après être marqué par la violence. Et en gros, c'est quand même un peu démontré, parce que là-dessus, je pense que je me pose des questions, mais je pense que j'ai quand même pas mal je pourrais donner des réponses quand même là-dessus. Je pense que la violence marque toutes les vies, quoi. C'est-à-dire que même une petite violence, moi je le sais en tant que parent, mais crier sur son enfant, ça a des répercussions, quoi. Alors, je dis pas que j'ai jamais crié sur ma fille, quoi. Ça m'est déjà arrivé c'est difficile en tant que parent de trouver les bons curseurs, etc. Mais en tout cas pour moi, avoir grandi avec de temps en temps des contextes violents, je sais que ça me marque plus tard, ça m'a marqué en tant qu'adulte, et après c'est tout un travail de le déconstruire. Et quand moi j'ai de la chance, aujourd'hui j'ai un milieu social qui me permet d'avoir accès à plein de trucs pour m'aider à déconstruire la manière dont j'ai grandi, etc. Mais c'est pas du tout le cas de tout le monde. C'est beaucoup lié à la chance du parcours, voilà. Donc oui, je pense que la violence amène toujours plus de violence, et donc dans ce récit, tous les personnages qui vont être touchés par la violence et qui, comme Marion dans le récit, vont trouver une forme de violence pour y répondre et s'en protéger, ça aura toujours des conséquences violentes, et c'est un peu ça le malheur du récit, quoi.
Un peu le cycle sans fin. Ouais, c'est ça. Il y a un moment où il faut réussir à briser les cycles de violence. C'est plus facile à dire qu'à faire. Très clairement, en tout cas pour les personnages, c'est pas gagné. Et sur la partie plus sociétale, alors, est-ce qu'on peut avoir la liberté sans violence? Bah ça, j'ai aucune réponse là-dessus par contre, parce que moi, des fois, je peux soutenir certaines formes de radicalité et les comprendre quoi. L'idée, c'était aussi de travailler sur donc ces différentes formes de violence. Et oui, est-ce qu'on peut obtenir la liberté par la violence ou qu'est-ce que la liberté? Est-ce que la liberté existe sans contrainte? Donc, il y a toutes ces questions qui s'entremêlent. Et l'idée, c'était d'avoir plusieurs personnages qui sont tous touchés par la violence, mais pour quel personnage on va avoir le plus d'empathie quoi. Donc, il y a des violences que je peux comprendre. Il y a des violences comme celle que subit Marion et que du coup, celle qu'elle va utiliser pour arriver à s'en sortir. Je vais réussir à être compréhensif avec ces formes de violence, de défense. Et il y a d'autres formes de violence où, évidemment, je vais pas du tout être en accord avec. Et c'est comment tout ça coexiste. Et est-ce qu'on peut choisir la violence à certains moments pour tendre vers la liberté, quoi. C'est une vraie question. C'est une question qui s'est beaucoup posée justement donc pendant la période des Gilets jaunes, où en gros on disait que les gens dans la rue étaient ultra violents, mais on parlait pas de la violence politique, morale qu'il y avait au-dessus. Et donc c'est voilà, comment est-ce qu'on traite la violence aussi en tant que société. Le fameux soutien aux familles des abribus, quoi. Ouais, c'est ça. Le truc comme ça. C'est quelque chose parce que on t'a parlé plusieurs fois de ton éditeur, David ouais. Chauvel. C'est beaucoup d'allers-retours, de discussions pour arriver à la forme finale de Mémoire de Gris, ou c'est plutôt tu fais tout en sous-marin et une fois que tout est fait, tu lui présentes? Non, on discute beaucoup avec David, mais il n'y a pas beaucoup de changements. Il a amené beaucoup de trucs intéressants. Mais moi, je suis quelqu'un. Enfin, ça vient pas forcément de l'éditeur, mais j'ai eu de la chance, j'ai travaillé avec deux éditeurs super, donc David Chauvel chez Delcourt et Romain Joly chez Glénat. Mais je suis quelqu'un qui donne beaucoup de feedback, donc dès que je finis une étape, je l'envoie à mon éditeur parce que je me sens pas assez d'assurance pour définir tout seul si je fais quelque chose de bien ou pas, quoi. Des fois, on a la tête dedans et surtout quand on produit beaucoup de planches comme ça très vite, on peut manquer de recul pour savoir vraiment si on produit quelque chose de cohérent ou pas. Le scénario, David, il a accroché direct, il l'a lu hyper rapidement et je crois qu'il a eu un coup de cœur, donc on l'a très peu retravaillé. Mais par exemple, un truc hyper pertinent qu'il a amené dans le scénario, c'est au début, dans ma première version du scénario, le peuple avait toujours un leader. Donc il avait une espèce d'entité de peuple qui veut s'en sortir par lui-même et chercher son émancipation et sa liberté, mais toujours avec un leader, quoi. Il formulait pas d'envie ou il formulait pas l'idée qu'il pouvait arriver à s'en sortir par lui-même sans avoir un leader et juste de manière organisée, d'une autre manière que oui, qu'en étant dirigé, quoi. Donc c'était quand même un peu problématique. Donc après, j'ai ramené d'autres personnages qui ont pu amener cette espèce de forme de volonté. Alors des fois, elle est naïve un peu, cette volonté, et puis elle tend un peu vers l'anarchie, et donc c'est compliqué. Mais il a permis de ramener cette grande subtilité dans le récit. Après, David, il m'a beaucoup aidé sur l'écriture des dialogues parce que c'était un des trucs sur lesquels j'avais pas mal d'immaturité. Donc malgré tes 3 tomes de Talion avant. Ouais, mais alors, comme Talion souffrait vachement de son format et était très étriqué, ça reste quand même un truc qui est assez radical dans sa forme et qui est un peu lourd à lire et tout. Là, j'avais de la place et j'ai utilisé la même méthode que sur Talion où j'ai écrit mes dialogues au storyboard. Et en fait, ça posait pas mal de problèmes finalement. Donc maintenant, sur mes nouveaux projets, j'écris tous mes dialogues à l'avance. C'est beaucoup plus facile pour les retravailler et au final, ça me prend pas beaucoup plus de temps. J'avais un peu l'impression que comme je savais dessiner, je pouvais faire mes dialogues en même temps sur mon storyboard et que ça me ferait gagner du temps. Et en fait, c'était une fausse bonne idée. Donc, on a beaucoup retravaillé les dialogues pour qu'ils se répondent comme il faut, pour qu'ils soient plus clairs, que ce soit moins cryptique quand même que Talion, parce qu'on a quand même toujours un récit à tiroir avec une narration un peu puzzle, un peu particulière. Donc il m'a aidé à ramener de l'éclaircissement pas mal dans les dialogues. Donc non, le taf avec David, il est vraiment main dans la main. Il a un vrai travail de script doctoring et tout. Après sur les planches, là c'est toi. Ouais, enfin je pense que sur le storyboard sur 230 pages, il a dû me faire 3 retours, un truc comme ça. C'était vraiment des détails. Ça m'a pris une après-midi pour les arranger. Et après au niveau du dessin, je crois il fait pas de retour en fait à ses dessinateurs. Il leur fait confiance, lui, les scénaristes.
Ouais. À partir du moment où c'est lisible et où ça se passe bien, enfin, il n'y a pas de raison de faire de retour. C'est-à-dire que même toi, tu fais pas relire forcément à des gens, ne serait-ce que ta compagne, si, ou à des ça potes, peut m'arriver, à des amis, ouais, bien sûr. J'avais fait lire le storyboard à des amis, à Jim Bishop, s'il m'entend, coucou. Ah, coucou Jim. Et à Lucie Albrecht, qui est notre amie. Je fais lire autour de moi. Bah, Robin aussi, d'ailleurs, mon éditeur chez Glénat l'avait lu. Donc, je fais lire à plusieurs personnes. David le fait aussi lire en interne à des amis, à d'autres auteurs, etc. Il y a une espèce de comité de bêta lecteurs pour avoir des retours. Mais bon, moi, j'essaie de resserrer aussi un petit peu les feedbacks. C'est-à-dire, de plus en plus, je pense qu'on a assez d'expérience maintenant, en tout cas à deux, pour arriver à identifier toutes les problématiques et savoir si on va, oui ou non, dans le bon sens. Après, il faut un peu se faire confiance quand on fait un livre, je pense, et puis quand on arrive au bout, on voit si vraiment c'est gouré ou pas, mais... Il n'y a pas des moments où tu dis, en fait, je peux plus retravailler ou y repenser. À un moment, faut que la planche, elle sorte, parce que sinon, tu vas y passer trop de temps et ouais, alors là, trop la réfléchir. Là, par contre, à partir du moment où la planche, elle est storyboardée et que je décide de passer à l'ancrage, c'est fini, ouais. Ouais, je reviens plus en arrière, ouais. Mais même avec la possibilité que t'as, vu que t'es en numérique, la plupart du temps. À la fin, je refais une passe sur mon album et je corrige vite fait 2-3 trucs, mais ça me prend genre une après-midi, quoi. C'est vraiment, moi, je suis très dans une logique de je fais, et si je me trompe, je ferai mieux la prochaine fois. Et du coup, ça me permet de sortir des trucs, et après que ça existe, et je trouve que c'est plus facile pour après s'améliorer et tout. Et au final, souvent, en plus, on se focalise sur des détails qu'on est les seuls à voir. Oui. Donc, je trouve que c'est un bon conseil qu'on m'a donné. Je sais pas qui me l'a donné, mais je sais que c'est quelqu'un qui me l'a donné. Peut-être David. Genre, c'est bien de produire et de faire des trucs et de les faire aboutir pour se rendre compte de ce qui va et de ce qui va pas dans son travail. Une citation Facebook. Fais le truc, tu le feras bien après. Ça doit être ça, ouais, avec just do it, quoi. Un cairn et un fond avec un ciel enneigé. Avec des petites fleurs pétales. Aussi, des trucs comme ça. On est abonné au même page Facebook motivationnel, très, très clairement. J'aime bien aussi, est-ce que si tu te poses la question aussi en tant qu'auteur, parce que t'as un regard sur ton album, sur la façon dont se positionne ce genre d'album maintenant dans les rayons des librairies. Est-ce que c'est quelque chose que tu as revu? Est-ce que tu disais que tu voulais pas faire de série non plus? Là, on est donc sur un format plus one-shot / roman graphique, mais qui reste de la BD de genre. Est-ce que c'est facile de s'insérer est-ce que tu penses que c'est facile de s'insérer pour qu'un album trouve son public par rapport, à des trucs très balisés de séries de fantasy comme les Lanfeuses, tout ce genre de choses-là? Je pense que c'est très difficile de s'insérer partout, quoi. Là, en ce moment, c'est full bouché. Tu fais partie des 5600 nouveautés BD de l'année. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Franchement, et puis les bouquins sont bons, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai regardé tout ce qui était sorti la semaine de Mémoire de Gris. Franchement, je trouve qu'il y a vraiment des super bouquins, des trucs qui sont tous l'air aussi intéressants les uns que les autres. Il y a une surproduction dans la bande dessinée, donc c'est très difficile de faire sa place. C'est très difficile de choisir son format. Moi, je voulais essayer d'aller vers un format qui me parlait plus en tant que lecteur, parce que le format franco-belge traditionnel, c'est pas quelque chose avec lequel j'ai grandi, et je sentais un décalage culturel, générationnel avec mes lecteurs. Et je dis lecteur et pas lectrice parce que aussi j'avais 90% d'hommes, quoi, et que j'essaie aussi à travers mes bouquins d'avoir une forme de progressisme entre guillemets, de traiter des personnages féminins d'une certaine manière, essayer de voilà, ça se passe au Moyen-Âge, donc au niveau diversité, je me suis posé quand même quelques questions. J'avais pas envie de faire l'hypocrite et justement de faire une Prince des voleurs avec Kevin Costner où il y a un seul noir dans tout le truc et tout le monde se moque de lui parce que c'est un sarrasin tout le long du bouquin. Je trouvais ça quand même vraiment compliqué. Donc voilà, mais l'idée de se poser un petit peu des questions modernes, de changer de format, ouais, il y a quand même une réflexion sur le modèle éditorial dans lequel j'ai envie d'être. Mais après, est-ce que ça va faciliter la place que je vais me faire? Alors ça, franchement, c'est compliqué. On essaye. Après, franchement, on sait que la vie d'un bouquin, elle peut être liée à plein de choses. La réussite d'un bouquin, elle peut être liée à un millier de trucs qui dépend pas forcément que de la qualité du bouquin, quoi. Si tous les bouquins incroyables se vendaient, ça se saurait, ouais. Ça saurait, quoi. Alors, si on se tourne un petit peu vers l'avenir, parce que donc là, ta BD parce que mon bouquin est incroyable, bien sûr. Si t'es sur First Print quelque part, quand même, hein. On n'a pas fait la BD TPMP ici, quand même, monsieur, hein. Ce serait fun.
Non, ce serait pas si fun que ça en vrai. Blague à part, je disais juste pour ouvrir le podcast, là donc la BD sort, on tournait des dédicaces, nous on enregistre, tu vas signer juste après. Ouais. Mais parce que vous faites tout ça, vous les dessinateurs de Petit Mickey, vous êtes déjà au travail en fait sur un autre projet quoi. Toi t'es déjà au travail sur quelque chose d'encore plus ambitieux. Ouais, je me suis dit, je veux faire de la série, mais au même format, quoi. Voilà. En fait, moi, j'ai grandi avec la série, quoi. C'est l'usine qui se met en route, quoi. Enfin, maintenant, c'est bon, là, t'as le rythme. Après le productivisme, on est complètement on industrialise. Parce que c'était Taylor qui faisait, qui a inventé le travail à la chaîne, non? Je sais pas, c'est pas Ford? Non, Ford, ouais, pardon, Ford, ouais. Merde, du coup, genre, on dirait vraiment, je m'y connais de ouf. C'est ça? Non, c'est Ford. Je te laisserai pas dire ça. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai juste grandi avec la série, quoi. J'adore ça. La série en bande dessinée, en manga, le truc feuilletonnant qui accroche et tout, c'est vraiment une de mes passions. J'ai toujours rêvé de faire de la série. J'adore les sagas, les personnages qu'on voit vieillir, qu'on voit avancer dans le temps. Donc c'est mon ambition, c'est une de mes ambitions en tout cas en narration. Donc pour ce futur projet. Futur projet. David Chauvel était venu me chercher en gros pour essayer de monter un projet de space opéra très feuilletonnant avec beaucoup de tomes, etc. Parce qu'il travaille sur les 5 terres chez Delcourt et l'idée c'était un peu de créer le même genre de modèle mais dans du space opéra. On a commencé à écrire à plusieurs, mais finalement, je me suis retrouvé solo parce que tout le monde avait trop de travail. Et donc, je me suis dit, let's go. Par contre, moi, je vais pas faire 30 tomes. J'aimerais bien en faire 6. Et je veux plus travailler sur du franco-belge traditionnel. Voilà. Donc, la mémoire de gris se passe bien. J'ai envie de faire la même chose, mais en série. Et Delcourt a dit go. Donc, là, je suis sur 6 tomes de 200 pages, en space opéra. Donc, vraiment de la fantasy science-fiction, quoi. Voilà. Et qui s'appelle? Ça s'appellera Origine. Très bien. Ouais. 6 tomes de 200 pages que tu prévois. Alors tu m'as dit que le premier tome tu comptais le sortir, par contre là tu vas partir en sous-marin. Ouais, ça sortira fin 2026. Voilà, fin 2026. Quand je dis tu pars en sous-marin, c'est pas t'as pas un vrai sous-marin, tu vas pas te mettre dans un pour la team premier degré. Voilà, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il va foutre dans le sous? Il est con, faut dessiner, il peut pas faire ça sous l'eau. C'est pratique pour travailler 24 heures sur 24. On vient pas te faire chier, quoi. Mais voilà, tu vas passer un peu en mode full impliqué sur le travail, et c'est ça que tu prévois de sortir le premier tome en 2026. Ouais. Mais après, en fait, c'est de prendre suffisamment d'avance pour ensuite que les tomes sortent assez régulièrement dans le cadre vraiment de quelque chose de feuilletonnant, où tu dois pas attendre un an. Oui, parce que l'objectif aussi, évidemment, sinon ce serait trop facile, c'est d'avoir à peu près le même rythme de parution que le manga. Voilà, donc 6 tomes, 200 pages, couleur, grand format. Oui, parce que le manga c'est petit format et noir et blanc, donc. Ouais, c'est gros flemmard de mangaka. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est gros nul, là. C'est gros nul. Non, l'idée c'est d'essayer de faire ça. Ça se passe plutôt bien. J'ai bientôt terminé là, je viens de finir l'ancrage du premier tome. J'ai mis 8 mois. Voilà. Donc ça devrait bien se passer. C'est-à-dire qu'à priori, quand le premier tome sortira, t'auras déjà 3 d'avalés derrière. Normalement, oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, quoi. Très bien. Écoute, on pourra te réinviter à ce moment-là pour en reparler. Ça nous laisse encore largement le temps. Enfin, en tout cas, toi, ça te laisse largement le temps de bosser dessus. Je te remercie d'avoir pris de ton temps pour répondre à mes questions. Donc, Mémoire de gris, c'est disponible chez Delcourt, grand format, dos toilé, super d'ailleurs avec les couleurs et tout ça. Ça fait un très beau cadeau pour les fêtes de fin d'année, il faut le dire, même si c'est pas la lecture la plus joyeuse. Et en même temps, vu l'actualité, je pense que ce qui se passe dans Mémoire de gris est vachement plus... Non, mais je pense quand même que c'est vachement plus léger que les choses qui se passent dans le monde réel. Donc n'hésitez pas, vous avez un lien dans la description de ce podcast pour aller directement consulter la bande dessinée. Et si vous appréciez notre travail, je vous rappelle que vous pouvez simplement le faire savoir, ça permet de soutenir à la fois l'émission et le travail de ceux qui y passent. Donc vous pouvez partager le podcast sur vos réseaux sociaux, en parler autour de vous. Si vous êtes libraire, n'hésitez pas à y jeter une oreille et à recommander ensuite la BD à vos clients. Et s'il vous reste des sous après avoir pris Mémoire de gris, nous avons un Tipeee qui est ouvert H24 auquel vous pouvez contribuer pour que le podcast continue sur le long terme et qu'on puisse réinviter Sylvain Ferret en 2026 pour le premier tome de Origine. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Je vous dis à très bientôt, Sylvain. Salut. Merci beaucoup. Salut.